Bienvenue dans 56cast, l'émission du hashtag numérique qui fait le buzz avec une tablette. 2.0. 2.0. Non. Non, on n'a pas changé tant que ça, faut pas déconner, on a changé de nom par contre. Ça s'appelle le 56cast, vous l'avez vu dans le super générique d'intro. Et on revient toutes les semaines sur Libération et sur No Life, et on va parler de ce dont on parle d'habitude, avec pas mal de nouveautés, mais on va faire le sommaire après, mais on va accueillir de toute façon Alexis Kaufmann et Véronique Boucali de Romaine Lubric, du projet Romaine Lubric. Ils vont venir nous parler du domaine public, de l'évolution du domaine public. Ils seront régulièrement là, tous les mois à peu près. Tout à fait. Et puis il y aura d'autres chroniqueurs. Après on aura Tristan Nito de Mozilla, il y aura les gens de Wikimedia France. Vous êtes bien accompagnés dans la rubrique Quartier Libre, et Camille Gévaudan, bien sûr, d'Écran et de Libération. Bonjour. Salut. Camille. De quoi on va parler cette semaine? On va parler par exemple de la fermeture de Twitter Music, service de streaming ouvert en avril. Non, ça on s'en fout. Tu te souvenais que ça existait, toi? Non, je savais pas. D'accord, bon, on peut peut-être parler du bouton sur Twitter qui va permettre de regarder les programmes de télé, non? Ah, le see-it Ouais, des programmes de Comcast, regardez. genre The Voice, regarder à la télé. Voilà. Ouais, Twitter, ça Non. devient une télécommande de la télé. Non, c'est Non, bon on parle alors. pas de ça non plus. On va pas en parler. Par exemple, Apple a annoncé mardi soir un nouvel iPad. Mais en Non, fait, on si, s'en non, fout. ouais. Et en plus, on enregistre mardi matin. Donc en fait, on En fait, sait on pas sait pas si, du tout ce qui ouais, va se on passer. sait pas si vont Ça se trouve, passer. ça va être une montre connectée. Ah. Ouais. Bon, par contre, lundi, il y a eu une panne sur Facebook. Ça a duré 1 heure. Ça a duré 1 heure. Il y a des milliards de sites qui en ont parlé. Mais nous, non, ça va aller. Non, on va pas en parler. Et l'action de Google dépasse les $1000. C'est passionnant. Oui, c'est passionnant. Et sinon, Google, il paraît qu'ils vont vendre de la pub sur Facebook. Ouais, ça c'est par double clic, c'est leur, magie pub. ouais. On va pas Super faire semblant de intéressant, s'en intéresser. Ah, pire les et donc, selon une étude parue cette semaine, 83% des jeunes Français pensent que la technologie nous rend moins humains. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Et selon une autre étude, 25% des jeunes envoient des textos sur leur smartphone pendant leur petit déjeuner. 23 25. Eh ben, écoute, on n'en parlera intéressant. pas non plus. Non, de quoi on va parler? On va parler d'Adopi, leur nouvelle, où ils en sont déjà. Ils sont, vu qu'on vient de revenir. Que devient Adopi ? Que devient Adopi? Ils ne sont pas morts, contrairement à toutes les rumeurs. On va voir ce qu'ils deviennent. En tout cas, ils ont fait leur bilan annuel 2013 et c'était pas prévu qu'ils le fassent parce que normalement ils étaient plus là, mais ils sont encore là. Donc on va voir ce qu'ils deviennent. Et puis on va parler donc de domaine public avec une chanson, une musique qui est dans le domaine public. On verra avec vous, et on l'écoutera aussi parce qu'on a le droit de l'écouter. Du coup, c'est le principe du domaine public, c'est pratique cette chose-là. Puis on essaiera de comprendre comment ça marche aussi quand même. Vu que c'est la première, hein, tu nous expliqueras comment ça marche. Le potager du web. Alors le potager du web, c'est quoi? C'est là où on va parler de culture internet. Attention, jeu de mots. Oui, c'est ça. Et puis si on a le temps, on vous parlera des Google Glass qui vont peut-être arriver en 2014. On n'en sait pas grand-chose, mais moi je les ai essayés. Je sais à peu près comment ça marche et comment ça ne marche pas d'ailleurs. Et puis voilà. Normalement, ce sera tout. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Allez, on va commencer avec l'actu. Donc l'actu de la semaine, on va parler, c'est un peu récurrent, donc en fait on trouvait ça un petit peu normal de parler et de commencer par Adopi, d'autant que, comme on l'a dit, contrairement aux rumeurs, c'est encore vivant. Et c'est un peu la grande fierté de Marie-Françoise Marais qui est la Ouais. présidente. Ils sont très très contents de nous dire qu'ils sont encore vivants parce qu'ils ont fait une conférence de presse donc, pour présenter leur rapport d'activité de l'année écoulée. Et ils ont commencé par dire, vous vous souvenez de l'an dernier où on avait dit qu'on serait encore là cette année? Eh ben, on est encore là cette année. Ils ont fait presque comme ça, je vous jure. Et ils ont aussi fini par, et vous verrez, on sera là l'an prochain. Et c'est pas gagné parce que le projet en ce moment, en tout cas ce qui avait été suggéré par le rapport Lescure dont on vous a beaucoup parlé, c'est de transférer les compétences de l'Adopi, notamment la riposte graduée et l'envoi de mails d'avertissement, au CSA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour que ce soit lui qui s'en charge. Et comme ça, on pourrait mettre Adopi à la poubelle tout en ne mettant pas les missions de l'Adopi à la poubelle. Alors ce qui est c'était une vachement des malin. tentatives qu'il y a eu au Sénat, un amendement à l'occasion du budget 2013
2014, un amendement du sénateur Assouline, je crois, qui voulait faire passer comme ça en loose day sans débat trop politique, parce que c'est un peu dommage. On sait bien qu'Adopi c'est un petit peu touchy, qu'il y a des députés qui sont un petit peu crispés sur cette question-là, et surtout des députés socialistes qui se sont battus pendant des mois contre Adopi. Et là, en fait, ils voulaient passer en un amendement, et ça passe, et c'est pas passé. Et heureusement, c'est pas passé. Ceci dit, l'idée d'une fusion avec le CSA n'est pas enterrée. Donc, a priori, l'Adopi n'est pas super favorable. Et elle a des arguments. Elle dit que non, il ne faut surtout pas la faire disparaître. Parce que aujourd'hui, Adopi, il faut plus confondre la loi Adopi et les arguments qu'il y avait dedans avec l'institution Adopi. Puisque maintenant, ils se sont trouvés leur propre voie. Ils ont trouvé leur propre mission. Et ce n'est pas qu'une machine à envoyer des avertissements. Par exemple, Adopi, ils font des études. Et ils font notamment quand même, il faut le dire, une super étude sur, alors attention, la possibilité de modéliser un système de rémunération proportionnelle du partage. Ça veut dire que on surveillerait la façon dont les gens partagent les œuvres sur Internet et après on pourrait rémunérer les créateurs proportionnellement à leur succès sur Internet. Est-ce que ça veut dire que ça serait légalisé en échange? Dépénalisation, c'est un gros mot, il faut pas dire. Mais en tout cas, ils étudient ça, ils voient si c'est possible, ils font des modélisations mathématiques, ça a l'air vachement bien. Et ils ont de toute façon, c'est intéressant, c'est un truc... En fait, c'est très étrange, Adopi. C'est... Quand ils n'envoient pas de mail et quand ils sont pas dans une sorte de répression systématique, catégorique, et c'est le problème d'Adopi, c'est qu'ils ont été créés pour ça. Enfin, à l'origine, c'est vraiment ça. Ils ont été créés pour combattre le piratage. Alors après, ils ont mis à chaque fois, il y avait les labs d'Adopi. À un moment, ils ont voulu, pour quand même pas trop faire flic de l'internet, ils ont voulu faire une sorte d'entité de réflexion sur les usages numériques, la culture. Non, c'est plus les labs qui sont à la mode, c'est le DREV, c'est le département recherche, études et veille, un truc comme ça. D'accord. Et en fait, du coup, c'est vrai que quand ils font des études, généralement, les études ne sont pas à jeter à la poubelle. Ils étudient la le façon truc. dont les gens téléchargent les usages sur Internet, quoi. Et donc, apparemment, ils veulent que ça soit leur nouveau rôle, que ça soit un peu la tête pensante de la consommation culturelle en ligne. Pourquoi pas? S'ils arrêtent de faire les flics et de... Sauf qu'ils n'arrêtent pas. Sauf qu'ils n'arrêtent pas. Mais bon, ça, ils en ont pas trop parlé à la conférence de presse, bizarrement. Ils ont surtout parlé de beaux projets, de jolies envies pour l'année à venir, notamment que chaque internaute puisse participer et donner son avis au label PUR, qui donc labellise l'offre légale, pour que ça soit un petit peu moins un ramassis de déchets, comme l'avait montré la blogueuse Claire à l'époque. Elle avait fait un billet en montrant que les sites labellisés, c'est pas parce qu'ils étaient labellisés qu'ils étaient bons. D'ailleurs, on a proposé à Framasoft. Et alors, vous avez été pris? Et non, finalement, on en a discuté en interne et puis ça nous a pas tant. Ah oui, vous avez pas. Ça nous a pas intéressé tant que ça. C'est le fait d'avoir une pastille pure, c'était pas très. Framasoft est pur. Le souci aussi, c'est que ce label pur, les seules conditions pour y rentrer, c'est pas d'offrir un service de qualité, c'est d'offrir un service légal. Et en fait, c'est toute la difficulté en France, c'est qu'on a considéré pendant très longtemps qu'à partir du moment où c'était légal, c'était bien. Et à partir du moment où c'était légal, les internautes, ils viendraient parce que les internautes, ils ont envie d'être dans la loi et tout ça. Le problème, c'est que ce dont ils commencent à se rendre compte que c'est pas exactement ça. Les internautes, ils viennent pour un service, ils viennent justement pour un service. Le fait que ce soit légal, finalement, c'est anecdotique. Le fait que Spotify soit légal, c'est pas parce que Spotify est légal qu'on va s'abonner à Spotify ou on va s'abonner à Deezer ou on va s'abonner à Netflix quand Netflix sera en Europe. C'est parce qu'ils proposent un service et moi, le nombre de personnes autour de moi, en tout cas, qui pirataient des MP3, qui remplissaient des disques durs de MP3, mais qui ont arrêté parce qu'on a des services de streaming accessibles et qui ont un vrai service, on les compte plus. Moi, j'ai plus personne pratiquement qui télécharge du MP3. Mais par ailleurs, Deezer et Spotify ne sont pas dans le label pur, je crois. Aucune idée. Non, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Ouais. Mais par contre, de l'autre côté, ils veulent aussi renforcer la lutte contre le téléchargement illégal commercial, celui qui rapporte de l'argent. La contrefaçon. En s'attaquant notamment aux intermédiaires techniques, donc les hébergeurs des sites de piratage, les moteurs de recherche et puis les régies pub de T411 et compagnie. S'ils pouvaient lui couper le sifflet à celui-là, je pense qu'il serait bien content. Oui, T411, ils avaient fait on en avait parlé à Japan Expo, je crois. C'était dans une étude, il y avait DPS quelque chose et puis DPS streaming. DPS streaming, pardon. Mais moi je pirate pas. Pardon. Oui, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc en fait, ils seront là en 2014. Ils seront là en 2014, premier juré.
Premier jury. Ouais, parce qu'ils ont plein de choses intéressantes à faire. Et en fait, le truc, c'est que c'est vrai que vu que... Alors, il y a le nouveau... Il y a un truc de l'audiovisuel qui va passer, je crois, en 2014. Non, c'est passé là. Et donc, on sait pas, le CSA, Adopi, il y a le CSA qui fait des pieds et des mains pour reprendre aussi le contrôle, pour devenir le flic d'Internet. Ce serait tellement bien. Ils ont que ça à foutre, le CSA. C'est pas grave. Donc, Adopi, bah écoute, du coup, ça nous fait un sujet régulier, hein, c'est bien. Bah, au moins l'an prochain. Et puis, on a un invité. Qui sait, on aura peut-être un invité venu d'Adopi. On se pose la question quand même. Ce serait bien de discuter directement avec eux. C'est vraiment des gentils au fond aussi, ils font semblant. Ouais, ils font peut-être semblant d'être gentils. Non, mais en fait, c'est ça, ils sont de moins en moins méchants. Et puis en fait, le fait est que il n'y a pas eu, ou pratiquement eu, aucune condamnation, aucune coupure de connexion. Du coup, ils sont assez inoffensifs. On peut couper la connexion de façon maintenant. Ouais. Ça a été interdit. C'est une amende au maximum. Donc, voilà, donc on va continuer à suivre. Contre toute attente, ils seront sans doute là en 2014. Et ils ont eu même un budget de fonctionnement de 8 millions d'euros pour 2014. Donc voilà. C'est le moment, on va parler de domaine public, mais avant ça, on a gardé un truc du podcast d'écran.fr. On appelait ça la virgule what the fuck. Ouais. C'est ça. En fait, c'est le genre de vidéo où la seule réaction, c'est mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est juste une façon transition. Maintenant, ça va être notre nouvelle rubrique, donc on est très très fiers. Ça s'appelle Quartier Libre. Donc le quartier libre, ça va être notre rendez-vous. On a eu envie de donner une place. De toute façon, on en avait parlé régulièrement hein, dans le podcast d'écran, très régulièrement. Et c'est un de nos centres d'intérêt vraiment sur Internet d'une manière générale, dans la technologie. C'est le libre d'une manière générale. Comme on avait déjà invité tout le monde, on voulait une excuse pour les réinviter. C'est ça, on avait déjà invité tous les acteurs du libre, les uns après les autres dans le podcast. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un rendez-vous régulier. Et le premier des rendez-vous réguliers, ça va parler du domaine public. Et ben on va commencer parce que au juste, ça marche comment? C'est quoi le domaine public, Alexis? Ouais. D'abord, pourquoi le domaine public? Parce que dans le domaine public, il y a des trésors à découvrir ou redécouvrir que l'on peut, à l'ère du numérique et d'Internet, partager en toute légalité, sans craindre les foudres d'Adopi, par exemple. Bravo. Par exemple. Et donc, CQFD, à chaque fois qu'on parlera d'une œuvre dans le domaine public, dans la chronique, on vous proposera directement les liens, pour accessibles, les liens sur le site de Libération. C'est assez compliqué quand même, le domaine public. Ouais, alors je vais tenter en une phrase ou deux d'en donner une définition parce que les gens challenge. Ouais, c'est un beau défi parce que c'est pas très clair dans la tête des gens, ni même d'ailleurs dans la nôtre quand on se met à étudier les œuvres une par une pour voir si effectivement elles sont dans le domaine public. Alors, on dit que en droit de la propriété intellectuelle, qui n'est pas un gros mot, en droit de la propriété intellectuelle, le domaine public, ça désigne les œuvres de l'esprit dont l'usage n'est pas ou n'est plus couvert par la loi. Donc en fait, c'est par défaut. Ouais. Alors, on n'est plus protégé. N'est pas couvert par la loi. Donc par exemple, ça peut être les discours politiques, parce que sinon ce serait un petit peu le bordel pour les journalistes. Ça peut être les formules de maths, sinon ce serait un petit peu le bordel pour les scientifiques. Mais nous, ce qui va plus nous intéresser, c'est les œuvres culturelles qui sont plus couvertes par le droit d'auteur, parce que en fait, en France notamment, la période où les auteurs et les ayants droit. Alors qu'est-ce que c'est que les ayants droit? C'est les gens qui ont les droits sur les œuvres. Voilà, et c'est souvent parce que en France, on court jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, donc on a les ayants droit d'un auteur, ça peut être ses héritiers, ça peut être les sociétés de gestion type SACEM, et ça peut être aussi les éditeurs. Donc, une longue période, au bout de 70 ans, les ayants droit perdent le droit exclusif d'exploiter l'œuvre. Alors eux, ils perdent. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'œuvre, elle va tomber dans le domaine public, parce que ça fait mal pour eux. Ouais. Mais nous, on y gagne. Elle grimpe. Voilà. On a tendance à dire elle y entre, ou alors si on a l'âme un peu militante et poète, on va dire qu'elle s'élève dans le domaine public. Voilà. En gros, malheureusement, et on verra ça, c'est un petit peu l'objet de la chronique de voir que c'est souvent plus complexe que ça, il peut y avoir des différences du genre, des différences entre les pays,
Il peut y avoir des bonus qui font qu'en fait, c'est pas 70 ans, mais ça va beaucoup plus loin. Genre, ce qui s'est passé Avec Apollinaire. voilà, il y a pas longtemps avec Apollinaire. Et puis, il y a des différences selon les types d'œuvres. C'est pas la même chose, un texte, un roman, c'est pas la même chose qu'un film, qui est une œuvre collective où il y a plein d'auteurs. Et puis, également, par exemple, pour la musique, auteur, compositeur, interprète. Et donc, pour On a enchaîner... un accordéon. La première de 56 castes. Et Alors, on a un accordéon. Je trouve ça hyper classe. Ce que je voulais dire, donc on va présenter une œuvre chaque mois. Et l'œuvre du mois, l'œuvre du domaine public du mois, n'est pas... N'est pas. L'international sera le genre... Non, on n'a pas le droit. Stop. On n'a pas le droit. Eh oui, stop. On n'a pas le droit. Voilà. Non, on n'a pas le droit. Celle-là, on n'a pas le droit. Et Mais c'est bien- trop bien quand même. Accordéon international à la première quand Et même. quand on aura le droit, on pourra la refaire. Ouais. Et ben voilà. Eh bien, on pensait, moi je pensais le premier, Véronique, que cette œuvre était dans le domaine public, et non. Ben non, en fait, elle n'est pas dans le domaine public alors qu'elle a été composée au moment de la Commune de Paris, donc ça date quand même pas mal. Elle a été composée d'une façon un petit peu particulière parce que ça a d'abord été un texte qui était chanté initialement sur un autre air, comme c'était très fréquent à l'époque, et puis on a demandé après à quelqu'un de composer la musique. Il n'empêche que donc celui qui a composé la musique est un musicien ouvrier à la base belge qui travaillait ensuite à Saint-Denis et qui a écrit la musique il y a quand même pas mal de temps, mais comme il a participé à la guerre, eh bien, il y a un prolongement et du coup, cette chanson tombera dans le, s'élèvera, dans le domaine public en 2016, mais c'est pas très net. 2014. Et en fait, on a découvert parce que donc, ce qui fait qu'à chaque fois que dans n'importe quel meeting de gauche, d'extrême gauche, ou dans les manifs comme ça, où on chante l'international, on devrait payer des droits. À la SACEM. À la SACEM. Ouais. Ah, j'imagine très bien ben, les mecs de la SACEM. Et ça a été Les huissiers. ouais, voilà. Et ben c'est eux qui se sont tirés une balle dans le pied parce qu'on a découvert que cette chanson n'était pas dans le domaine public parce qu'ils ont attaqué un pauvre cinéaste qui avait siffloté pendant 7 secondes dans un de ses films qui avait fait 203 entrées en France. Donc c'est dire que c'est un blockbuster que ça mettrait plein les Ouais. fous. Ils l'ont attaqué, ils l'ont demandé 1000 € et c'est là qu'on a découvert que l'international n'était pas dans le domaine public. L'international qui est l'hymne de l'ex-Union soviétique que évidemment l'Union soviétique s'est accaparée mais on pouvait pas forcément demander les droits d'auteur à Staline, c'est pas si simple. Ça, Et Alors, puis, comment on sait quelle année elle va entrer dans le domaine public vraiment? On a demandé à nos registre experts Ouais. et il y a un doute entre 2016 et 2014. Si c'est 2014, la première émission de janvier, on va réinviter Véronique pour Allez, la chanter tous en ensemble, entier. en entier, Super. on aura le droit. Il y a un site internet où on peut, En levant le poing. À chaque œuvre, il y a la date à côté. Ouf, ça, si, il y a un travail qui est fait. Ouais, parce que justement, cette chanson, elle est signalée comme faisant partie du domaine public sur Wikipédia. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il y a vraiment une marge très très floue à ce propos. Mais il y a un site, un Public Domain Calculator, Ouais. fait par l'Open Knowledge Foundation, dont on aura le lien, qui vaut ce qu'il vaut, parce qu'on peut pas vraiment aller dans le détail des œuvres, mais qui donne déjà une indication. alors on va quand même parler de choses dont on a le droit, peut-être. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Alors, l'œuvre du domaine public du mois n'est toujours pas. Comandante Che Guevara. Alors on n'a pas le droit, ça. On n'a toujours pas. Et là, alors là, il n'y a pas du tout d'ambiguïté parce qu'elle a été créée en 60, dans les années 60. Ouais, L'auteur est mort dans les années 80. Donc, mais pourquoi on a choisi de la jouer? Parce que c'est un hymne à Ah, Che Guevara. au commandante Che Guevara. Et La Che révolution. Guevara, quand on parle de Che Guevara Ah, ça, siempre. et de photographie, il nous Pardon. vient tout de suite. Qu'est-ce qui nous vient tout de suite? Il nous vient tout de suite la photographie icône où on le voit avec son béret, les yeux à l'horizon, et Ouais. on a envie tous de croire avec lui à la révolution de demain. On a tous eu un t-shirt Che Guevara. Voilà. Et on l'a vu partout. Partout. C'est Un vraiment poster dans la chambre. une icône comme telle que les aimait bien Andy Warhol par exemple. Eh bien, là encore, gros doute sur l'appartenance de cette photo au domaine public. Il y a un article de Lionel Morel, alias Calibac, Calibac, sur son on blog, avait un grand reçu, spécialiste hein, de dans ces le questions, podcast. qui justement a soulevé le problème parce que bon, alors il y a le droit cubain. Cuba ne faisait pas partie d'ailleurs du concert des nations à ce moment-là. C'est pas clair parce que la descendance s'attaque à l'intégrité de cette image. Alors, ça peut être pour de bonnes raisons. Par exemple, on l'a vu apparaître sur une bouteille de vodka à Lima. Bon, alors ils ont attaqué. Bon. On l'a vu apparaître chez Guevara sur un site du Front National. Ils ont attaqué. Bon, effectivement, il n'y a pas forcément de grandes affinités entre Che Guevara et la famille Le Pen. Par contre, ils se sont mis à attaquer un
un petit peu partout, jusqu'à attaquer Reporters sans frontières, par exemple. Ah oui. Donc, on sent aussi qu'il y a une petite volonté de faire un peu de sous, et aussi bien l'international avec la SACEM que le cas d'attaquer Reporters sans frontières, nous, ça nous fait dire que la révolution a été confisquée par le capitalisme. Vous y attendez pas à celle-là. Non, écoute, c'est formidable, mais est-ce que vous allez parler d'une chanson dont on a le droit de parler? Enfin. Ouais. Par contre... Donc là, on a pris le temps, parce qu'on a le droit. Voilà. Mais pourtant, Pulp Fiction, ça ne date pas de 1900 et des bananes, donc pourquoi est-ce qu'on a le droit? Alors, tu as reconnu, j'imagine que les téléspectateurs également, effectivement, une chanson, la chanson phare de la bande originale du film Pulp Fiction. Oui, et là on est dans un cas de musique traditionnelle en fait, qui est issu du folklore dans le sens premier du terme, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à tout le monde. Enfin, voilà, on a des idées sur l'origine, mais c'est pas très clair en fait. Et il y a pas mal de pays qui se disputent l'origine de cette chanson. En tout cas, le premier document qu'on a de cette chanson qui s'appelle donc Missirlou et qui veut dire l'égyptienne et qui est d'ailleurs une chanson d'amour, et ça on le sait moins parce qu'on connaît surtout la version de Dick Dale. Voilà. Un grec chrétien et donc une égyptienne musulmane. Magnifique, qui a entrechakra peut-être. Voilà. Dans l'actualité. Et donc le premier enregistrement qu'on a, il date de 1927 avec des paroles grecques. Et puis après, la chanson a épousé en fait les flux migratoires puisque ce grec-là, en 1900, dans les années 30, est parti aux États-Unis où il a enregistré d'autres et on se retrouve avec le premier versions. enregistrement de cette chanson. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez compliqué au niveau juridique américain parce que ceux qui déposent, en fait, c'est eux qui vont être les auteurs, alors que c'est une chanson qui vient de la nuit des temps. Bon, enfin, donc il y a quelqu'un qui réclame des droits quand même là-dessus. Ouais, on rentre pas mais dans les détails. c'est un autre enregistrement plus tardif, en fait. Voilà. Et pour la chanson, cette fois, c'était un enregistrement dans un arrangement jazz, pour dire que, en fait, la chanson n'a pas cessé d'évoluer jusqu'à la version de Dick Dale. Elle a même été reprise par les Beach Boys, par Dario Moreno, voilà. par les Black Eyed Peas, parce que c'est Pump It, je sais pas si vous voyez, Pump It. Non, tu vois pas. Hein. on la mettra en lien aussi. Et donc, voilà. Un lien YouTube, ça. Et voilà, c'est un exemple de musique. Quand on dit la musique n'a pas de frontières, et ben avec le domaine public, c'est encore plus vrai. Formidable. Et pour finir, tu voulais nous parler parce qu'il y a de l'actu du domaine public. Ah ouais, jeudi 31 octobre, eh bien, ça sera une journée d'études sur le domaine public à l'Assemblée nationale, à l'initiative d'une députée, Isabelle Attard, et du collectif Savoir Commun. Entrée libre et gratuite, mais il faut s'inscrire sur le site de Savoir Commun. Sachant que l'idée, c'était dans les propositions de Lescure, c'est d'avoir une définition positive du domaine public. Voilà, exactement. C'est-à-dire dire cette œuvre fait partie du domaine public. Et non pas en creux, comme n'a plus de droit, etc. Merci. Merci Alexis. Merci Alexis et Véronique. On vous retrouve d'ici un petit mois dans le 56 Cast. Rendez-vous et c'est l'heure du potager du web. J'adore ce nom de rubrique. Donc là où on parle de culture de l'internet. Non, vraiment, je suis fan. Je sais pas comment... Pardon, c'est toi qui l'as trouvé. Donc, en fait, c'est un potager du web un peu spécial parce qu'on va vous parler d'une série que tu as faite à la rentrée, qui concerne un sujet un petit peu récurrent, légèrement récurrent, j'allais dire chez nous, mais chez toi surtout, les chats. Ouais, mais
pas tant que ça, parce qu'on Ouais. n'avait jamais fait de minute même sur les chats. Ouais. Donc du coup, il fallait qu'on fasse un gros morceau sur les chats. Là, c'est depuis le temps que ça rumine et on trouvait pas de bon angle. Et là, donc, on a fait une série d'articles à la rentrée, dont l'angle était est-ce qu'il y a une recette pour faire des vidéos de chats qui marchent sur le web? Est-ce qu'on peut faire des millions de vues sur commande en filmant son chat d'une certaine façon, en essayant d'imiter les vidéos? C'est ce les qu'on petites aurait pu vidéos croire, web. parce que le nombre de vidéos de chats qui ont plus d'1 million, plus de 2 millions de vues, c'est incalculable. Ça a Et, l'air à portée de main de et le tout problème, monde, c'est quoi. qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il y a Oui. des vidéos qui ne mériteraient pas en absolu. Alors après, on peut discuter longtemps du mérite d'une vidéo de chat. Mais voilà, le but c'était justement de ne pas partir sur des critères subjectifs, mais d'essayer de trouver des ingrédients, des recettes, une espèce de méthode scientifique, quoi. Est-ce qu'on peut faire une vidéo de chat qui marche en appliquant une méthode scientifique? Bon, alors, on ne donne pas tout de suite la réponse. Ouais. Mais on a commencé par analyser les 35 vidéos les plus vues de YouTube. Alors pourquoi 35? Parce que 35. c'est On un a, on a enlevé les chats fictifs, hein, le Nyan Cat, le Simon's Cat. On a enlevé les compilations de chutes de chats, genre vidéo gag, parce que ça sert à rien. On a gardé que les vidéos amateurs avec un vrai chat dedans. On les a classées en 3 grandes catégories selon l'effet qu'elles produisent sur le spectateur. Il y a des vidéos drôles, les vidéos dingues et les vidéos mignonnes. Et Ouais. en fait, c'est vachement bien réparti parce que dans ce top 35, il y en a 12 dingues, 13 drôles et 13 mignonnes. Et notamment les 3 premières, il y en a une de chaque ça fait catégorie. plus que 35. Bah non, 13 et 13, 26 et 12, 35. 37, 38, 38. Oh merde, bon, Mais c'est pas grave, pardon. Continue. je recalculerai. Pardon. Ça y est, c'est Et pas on grave. s'est ensuite demandé pourquoi elles ont cet effet, qu'est-ce qui fait leur intérêt, quels sont les critères pour chacune de ces vidéos. Alors on va prendre l'exemple des 3 vidéos les plus vues de YouTube. La première vidéo la plus vue de YouTube, tiens, test. Very Hungry Cat, elle est absolument insupportable. C'est ça? Oui. C'est ça. Oui. On regarde. Ce qui est bien, c'est quand même qu'on est persuadé que les chats marchent sur Internet parce qu'ils sont mignons, parce que on a envie de les caresser, les chats, on a envie de leur faire des câlins. Pas du tout, celui-là. Du Non, tout. en fait, le chat le plus vu sur YouTube, c'est un chat qui ressemble pas à un chat, enfin qui est la créature qui ressemble le moins à un chat de tout l'internet et qui ressemble plus à un démon et qui a quand même fait 86 millions de vues à l'heure actuelle. Donc celle-là, elle est classée dans la catégorie vidéo de dingue. Et quand j'essaye de chercher les éléments constitutifs de cette vidéo qui fait qu'elle est dingue, bah on a un chat qui fait un truc de dingue. Voilà, c'est Ouais, tout. c'est pas mal déjà. Ouais, Enfin, c'est mais tout. il fait un truc vraiment de dingue. C'est Oui. le top catégorie du dingue, quoi. Et donc c'est tout. Il y va avec un ingrédient unique. Donc celui-là, il est très fort. La vidéo numéro 2, c'est une vidéo artistique qui a demandé vachement plus de préparation que le Very Hungry Cat. Ça s'appelle The Mean Kitty Song. On regarde. She is so full of energy and easily amused. Katie will attack anything that moves, causing trouble, starting battles just so he can be a part of. He's the meanest little kitty, so we named him Sparta. Hey, little Sparta, what is with all the fight? Little bitty kitty wanna bite, bite, bite. Hey, little Sparta, what is with all the fight? Little bitty kitty wanna bite, bite, bite. Hey, little Sparta, what is with all the fight? Little bitty kitty wanna bite, bite, bite. Hey, little Sparta, what is with all the fight? Little bitty kitty wanna bite. Ce qui est marrant dans Mean Kitty Song, on sent que c'est la... Enfin, c'était pas d'aujourd'hui. Comment ça? Mais j'ai l'impression qu'en 2013, celle-là, elle aurait pas pu faire, elle aurait pas pu avoir Ah, le tu même crois succès parce qu'il y a énormément de productions très travaillées. Et j'ai l'impression que c'était à une époque, c'était quoi? C'est 2007, 2008, un truc Ouais. dans le genre. Et c'est voilà ça a profité. Non, je sais Moi, pas. je suis pas d'accord parce Bon. qu'il y a plein de productions, notamment la bataille entre le chat et les petits bonhommes de papier là récemment qui sont sortis. C'est vachement travaillé au niveau de l'image. Ils y mettent un peu de budget, ils ont des bons logiciels et tout. Mais le mec là, il a un talent dans la musique, Ouais. quoi. Enfin, il écrit des paroles de dingue. Et c'est ça d'ailleurs. Enfin, faut comprendre l'anglais aussi pour rigoler. C'est classé dans la vidéo drôle, mais ça repose surtout sur le talent du type. Et après, donc il y a la musique originale et ses paroles, et ensuite il y a un élément secondaire qui est la mise en scène et comment il illustre ses paroles par les petits extraits du chat qui fait ci ou ça selon ce qu'il dit. Donc celle-là, elle a 76,9 millions de vues, c'est la number 2. Et la numéro 3, tout le monde l'a vu, vous l'avez tous vu, 71,7 millions de vues, c'est Surprised Kitty qu'on regarde. Vous pouvez faire une parodie, hein, vous savez, ça se fait sur YouTube.
Surprise Kitty. Ouais. On est dans la catégorie. Dans la catégorie chat mignon. Mais bien. Je peux faire une remarque Oui. non pertinente, c'est Oui. que Framasoft pousse un projet de loi qui, Alors, on va comprendre le lien tout de suite, mais j'aime beaucoup. qui stipulerait que toute photo ou vidéo de chat sur Internet, par défaut, soit sous licence libre. Parce qu'on a demandé l'autorisation aux chats. Je vote. Ils sont d'accord. Ouais. Par contre, pas toujours les auteurs de vidéos, etc. Mais bon, on y croit. D'accord. Non, ça me va. Ah, c'est vachement bien. Fort, On va formidable. faire du lobbying, il n'y a pas de souci. Allez. Donc, on a une vidéo mignonne avec l'élément principal, un petit chaton. Et les petits chatons, ça marche vachement bien, puisque j'ai remarqué que dans le top 35, toutes les vidéos classées mignonnes ont un chaton. En fait, on ne fait pas de vidéos mignonnes quand on a un chat adulte. Ouais. C'est pas Ça, possible. c'est vachement important, parce qu'on a essayé de faire une vidéo mignonne avec un chat adulte et ça n'a pas marché. Parce que ça, c'est la semaine prochaine. Parce que toutes ces méthodologies-là qu'on analyse, le but du jeu est bien sûr de faire les nôtres. Et on en parlera la semaine prochaine dans le potager du web. De comment on a essayé d'appliquer les recettes et est-ce qu'on a réussi à faire 3 millions de vues. Enfin, vous l'auriez Suspense, su si on avait fait suspense. 3 millions. Alors, on avait prévu, si on avait le temps, de parler des Google Glass. Mais on n'a pas le temps. Alors en fait, les Google Glass, c'est quoi? Ça sortira en 2014. Pour l'instant, il y a quelques clampins qui ont des Google Glass. Ils ont payé 1500$ pour ça. Ce sera vendu beaucoup moins cher en 2014. S'il y en a un écran en haut, là, machin, ça ne sert à rien. On peut pas surfer. On a des informations sur 2 lignes. Et voilà. Oui, mais on peut faire un cœur avec les doigts. On peut faire un cœur avec les doigts. Oui, parce que Google vient de déposer un brevet pour faire un cœur avec les doigts devant les Google Glass. Et comme ça, ils la reconnaissent et ça fait favori. Voilà, ça c'était si on avait le temps, on aurait parlé des Google Glass, mais on vous en parlera peut-être pas une autre fois. Et donc on termine, comme à chaque fois dans le podcast d'écran.fr et dans le 56cast, par la rubrique à poil. Donc ça fera peut-être un petit peu doublon ce coup-ci avec les chats, mais en fait vu que c'est pas un chat, Absolument pas doublon, non, c'est pas un absolument chat. pas, C'est un absolument chien pas, blacard. rien à voir, rien à voir, Rien à voir. rien à voir. Faut que tu progresses. Hein. Et ben nous de notre côté en plus on va la regarder et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. On vous retrouve Alexis et Véronique, on vous retrouve d'ici un petit mois et on continuera à parler de domaine public. Avec plaisir. Et nous on retrouvera Tristan Nito la semaine prochaine. À bientôt sur No Life et sur libération.fr. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Yeah.